Elio Duropos, bonjour. Bonjour. Yann Yambon, merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Intérieur. Merci encore. Oui, merci. Laila Chaïd, je vous remercie. Merci à vous. Raphaël Lugy, bonjour. Bonjour. Philippe Hourault, bonjour. Bonjour. François Burga, bonjour. Bonjour. Retrouvez-nous chaque jour dès midi sur Arabelle pour votre édition de la rédaction. L'édition de la rédaction. Et c'est donc l'heure de votre édition de la rédaction en compagnie de notre partenaire du lundi, Edgar Schotz. Pour Bipax est avec nous en studio. Bonjour Edgar. Bonjour Tarek. Voilà, je vais y arriver. Alors vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de foot, pour changer un petit peu de foot et de racisme. Alors une première vaste question. Certains estiment que cet univers du ballon rond est un lieu où le racisme se porte plutôt bien. Est-ce que vous êtes d'accord ? Disons qu'il se porte pas plus mal que dans le reste de la société, mais qu'il y est particulièrement visible, probablement notamment du fait de l'architecture particulière des stades. Il suffit qu'un message soit diffusé à un endroit du stade pour que tout le monde le voit. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y ait plus de racisme dans les stades de foot que ailleurs dans la société, mais il est particulièrement exposé et les instances qui sont chargées de réguler le football ne sont pas toujours très actives pour le chasser. Un exemple qui m'amuse beaucoup, c'est que en Italie, par exemple, la Fédération italienne de football a décidé de lutter contre le racisme et de sanctionner financièrement les clubs dont les supporters se montreraient racistes. On sait que c'est un pays où il y a eu beaucoup de violences racistes à l'égard de joueurs, de jets de bananes, à l'égard de joueurs afro-descendants, etc. Ces sanctions financières sont conditionnées au fait qu'au moins 1% des supporters présents en tribune manifestent du racisme. Mais c'est évidemment impossible à quantifier, etc. Et symboliquement, il suffit qu'il y en ait un, même si c'est 1 sur 40 000, qui lance des cris de singe pour que ça s'entende et que ça ait un effet assez puissant. Donc disons, je ne sais pas si on peut dire que le racisme se porte mieux dans les stades de foot qu'ailleurs, mais il est particulièrement visible et les autorités chargées qui seraient susceptibles d'y mettre un terme ne mettent pas beaucoup d'efforts dans ce sens. Et d'où vient justement cette idée selon laquelle racisme et football font plutôt bon ménage ? Disons que ce sont des passions assez fortes qui sont développées dans le cours des matchs de football, que par ailleurs on sait bien que le football s'est développé en même temps que les États-nations se sont construits, donc il y a souvent un rapport d'identification très fort, que ce soit à l'équipe nationale ou au club local, que dans certaines villes, alors c'est pas le cas partout, mais certains clubs, par exemple, prenons dans la ville de Manchester, Manchester United, c'était le club des Anglais, Manchester City, c'était le club des immigrants irlandais, et donc il y a évidemment une dimension ethnique qui s'est greffée là-dessus, et les chants anti-irlandais sont donc assez fréquents, ou étaient assez fréquents. Maintenant, c'est devenu un peu obsolète, mais dans les COP de Manchester United, donc il y a une série de phénomènes comme ça d'identification très très forts qui ne permettent pas toujours la nuance et la subtilité, on va dire. Alors on a l'impression aussi qu'au sein du football, en tout cas que le football réveille pas mal les idées nationalistes de certains supporters qui ne sont pas forcément racistes, mais en tout cas qui ont un lien très fort avec leur pays, leur identité, quoi. Disons qu'en Belgique, on peut dire qu'à part la dette, les Diables Rouges et le Roi, il n'y a plus grand-chose qui cimente le pays. Et donc, évidemment, il y a un surinvestissement des affects nationalistes dans le football. Bon, la Belgique est peut-être un cas à part, mais c'est vrai que on se rend compte que le football est un vecteur d'identification nationale très important dans beaucoup de pays. Et cette identification peut être une identification excluante. Et par ailleurs, c'est intéressant aussi l'attachement aux équipes nationales en termes de racisme. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qui fait mieux la promotion de l'immigration que les équipes nationales? On voit pas, c'est la fameuse France Black Blanc Beurre de 98. On voit si on devait enlever les enfants d'immigrés de l'équipe belge, il resterait plus grand monde, etc. Donc à une époque, l'équipe belge était beaucoup plus blanche qu'aujourd'hui. D'ailleurs, il y avait ce refus d'intégrer ces personnes issues de l'immigration. Il y avait, alors ça a dépendu un peu des entraîneurs. Je suis pas un grand spécialiste de la chose, mais d'une part, c'est vrai qu'il y a des joueurs, je pense à Nordin Jbari notamment, qui est un bon joueur d'origine marocaine, dont visiblement les origines ont un peu nui à la carrière en équipe nationale, mais il y a aussi tout simplement le fait qu'on a aujourd'hui
beaucoup plus d'enfants d'immigrants en Belgique susceptibles d'intégrer l'équipe, et que évidemment l'Union belge et les entraîneurs ont compris toute la plus-value qu'ils pouvaient apporter, et que donc entre le racisme et l'efficacité, ils ont bien heureusement privilégié l'efficacité. Alors paradoxalement, on a en mémoire des banderoles plutôt positives, donc on parle de l'aspect négatif. Je pense par exemple aux supporters allemands avec un message pour les réfugiés, le fameux Refugees Welcome, qui avait été brandi dans des tribunes. On a l'impression que le monde du football, c'est the place to be pour envoyer un message finalement au monde entier, qu'il soit bon ou mauvais. Oui, c'est ça. Mais là, on revient un peu à ce que je disais à la première question sur le fait que la tribune offre une tribune, si j'ose dire, et que dans un stade, évidemment, dérouler une banderole, ça rend votre message visible aux 40 000 personnes qui sont dans le stade et potentiellement à tous les téléspectateurs. Donc, c'est une façon assez aisée pour des personnes, imaginons de milieux populaires qui n'ont pas nécessairement un accès aisé aux médias, etc., de faire passer un message. Et ce message peut être raciste, haineux ou au contraire très positif. Alors, le point commun souvent, mais c'est même pas une vérité absolue, c'est un caractère assez radical. Si on prend le Standard par exemple, les copes ultra du Standard sont très radicaux, mais très radicaux à gauche, très très antifascistes, antiracistes, etc. Ce qui ne les empêche pas d'être violents, d'aimer la baston, d'aimer parfois le mauvais goût. On se souvient d'une grande banderole où ils mettaient en scène une décapitation, etc. Mais donc avec des messages parfois violents, souvent radicaux, mais dans ce cas-là, très très antiraciste et très à gauche. Alors Edgar Schultz, il y a des épisodes un peu plus compliqués, plus problématiques. Vous évoquez dans un article pour Signe des Temps, la revue de Bipax, le cas spécial du club de l'Ajax d'Amsterdam, situé près du quartier juif de la capitale hollandaise. Oui, et qui a toujours été de ce fait identifié comme le club juif d'Amsterdam. Et alors, les supporters, évidemment, qu'ils soient juifs ou pas, se mettent souvent à chanter des chants juifs traditionnels ou portant sur leur judaïté, alors même que les supporters eux-mêmes ne sont pas tous nécessairement juifs. Et en ricochet, si j'ose dire, même si c'est un ricochet qui ne devrait pas être naturel, il s'attire énormément d'insultes et de cris antisémites de la part des supporters des équipes concurrentes. Et donc là, on revient aussi à... C'est sans doute la plus grande violence qui peut être exprimée dans les stades de foot, c'est lors des derbies, deux équipes proches, que ce soit deux équipes de la même ville qui en général symbolisent soit une différence bourgeoise, enfin une différence de classe, soit une différence ethnique, soit une différence politique parfois. Donc à ce titre-là, je me souviens, j'ai appris récemment qu'il y avait un club à Santiago, ou en tout cas au Chili, mais je crois que c'est à Santiago, qui est le FC Palestina, qui très connu. Les maillots se vendent comme des petits pains d'ailleurs. Voilà, et qui n'a jamais eu que des sponsors palestiniens. Aujourd'hui, c'est la Banque de Palestine. Donc il y a plusieurs clubs, alors c'est pas la majorité, mais qui sont fondés sur une identité quasi exclusivement politique. Alors pour revenir aux propos antisémites, on les a déjà entendus aussi chez nous du côté des supporters de Bruges. Oui, déjà entendus et depuis longtemps. Ce qui est très étonnant, c'est que ce soit seulement maintenant que ça sorte. Ça fait apparemment plus de 60 ans que dans les tribunes du club de Bruges, on chante celui qui ne saute pas est juif, sans apparemment que ça ait déclenché la moindre polémique jusqu'ici. Et alors évidemment, c'est tellement ancré dans les têtes qu'on ne sait pas très bien c'est toujours le problème avec c'est comme le blackface ou des choses comme ça, ou le père Fouettard. Ils ont sans doute même pas conscience d'émettre des propos racistes, mais ils les normalisent évidemment ce faisant. On imagine un enfant qui, de ses 5 à ses 20 ans, grandit en entendant tous les dimanches celui qui ne saute pas est juif. Ça lui donnera un rapport non seulement à l'antisémitisme, mais même à l'affirmation raciste en général, qui est un rapport d'acceptation plus grand probablement. Et c'est vrai que moi, ce qui m'étonne le plus dans cette affaire, c'est que ça n'ait provoqué des problèmes qu'aujourd'hui, depuis 3-4 mois. Et justement, le risque n'est pas là que ce folklore banalise un petit peu les propos racistes, ou l'antisémitisme, l'islamophobie, la xénophobie. On se rappelle d'épisodes où on jetait des bananes sur les joueurs afrodescendants, les cris de singes. Et malheureusement, il y a des anecdotes, il y en a pas mal à ce niveau-là. Oui, c'est ce qui est le plus gênant, notamment quand le politique s'en mêle. On se souvient que Bart de Wever avait dit que quand les supporters de je ne sais plus quelle équipe chantaient les Wallons c'est du caca, mais ça n'était que du folklore.
c'est clair que, alors on peut dire que sans doute pour la plupart ça n'est que du folklore, mais c'est du folklore qui banalise des propos ou des comportements racistes. Et bon, alors on va encore probablement certains vont encore se plaindre en disant qu'on ne peut plus rien dire et que la parole est muselée, mais je pense qu'il y a quand même moyen de s'amuser, de trouver des chants qui soient tout aussi stimulants et encourageants sans être dénigrants et sans banaliser la parole raciste. Le pire étant en effet quand la banalisation de cette parole raciste est cautionnée par l'autorité politique qui, au fond, minimise la gravité de ce qui se fait là. Alors plus globalement, Edgar, quand on parle de racisme dans les stades, c'est une formule un peu toute faite. De quoi est-ce qu'on parle très exactement ? Alors, ça peut aller des propos racistes, comme on l'a dit sur certaines banderoles ou de chants type les Wallons c'est du caca, à des actes comme le lancer de banane à l'égard de joueurs afrodescendants. Et alors, c'est toujours difficile de savoir jusqu'à quel point c'est, je dirais, autochtone ou si ça provient d'infiltration de l'extrême droite. On sait qu'il y a beaucoup de groupuscules d'extrême droite qui s'infiltrent dans les noyaux de supporters. Et donc c'est la visée et l'intention raciste n'est pas toujours évidente. Dans des propos comme les Wallons c'est du caca, bon, sans doute que c'est une espèce de vieux chant qui veut plus dire grand-chose, mais on me fera pas croire que quelqu'un qui jette une peau de banane à un joueur afrodescendant ne se rend pas compte qu'il est en train de commettre un acte raciste. Le plus étrange étant que celui qui fait ça soutient en général une équipe dans laquelle il y a plusieurs joueurs afrodescendants aussi. Donc, disons que la cohérence des comportements et des propos n'est pas toujours au rendez-vous. Alors justement, que font ou que ne font pas les grandes instances de foot pour lutter contre ce phénomène ? Elles font de la cosmétique en fait. Elles font des grandes banderoles non au racisme. Fair play, etc. Voilà, et on fait se serrer les mains des joueurs de différentes couleurs. Et après, on essaie surtout que ça fasse pas de vagues. C'est une question qui les ennuie, qu'on parle de la FIFA, de l'UEFA ou de l'Union belge. Ils voudraient ne pas avoir à traiter cette question-là. C'est pas qu'ils sont racistes ou qu'ils cautionnent, c'est qu'ils savent pas très bien par où prendre le problème, que c'est pas leur objet principal, et donc c'est plutôt une politique de l'autruche et des bons sentiments, quoi. D'une part, on ne fait pas grand-chose. Très rares sont les sanctions financières en cas de débordement. L'exemple italien que je prenais est hélas assez symptomatique. Et sinon, on se contente de bonnes paroles en se disant comme ça au moins on a fait notre travail, sans s'interroger sur ce qui pourrait être fait de plus en profondeur, je pense, et qui ne demanderait pas nécessairement un énorme travail. Parce que à certains égards, le foot, autant dans les tribunes des propos racistes peuvent être exprimés, autant sur le terrain, en général, c'est le summum de la diversité, de la coopération interculturelle, etc. Donc il y a le football pourrait tout autant être un vecteur de paroles et de réflexions antiracistes qu'il n'est actuellement, en tout cas en partie, un vecteur de racisme et de banalisation des comportements racistes. Alors peut-être, avant de nous quitter, le mot de la fin, justement, à quelques semaines du coup d'envoi de cette fameuse Coupe du Monde en Russie. Ah oui, ça va être un bel enjeu, parce qu'on sait que les supporters russes sont pas parmi les plus tolérants, on va dire, sans vouloir faire d'assignation identitaire exacerbée, et que la parole, qu'elle soit islamophobe ou raciste anti-noir, y est particulièrement libérée et libre. Donc ce sera très intéressant d'observer comment les choses se passent, parce qu'on est à la fois dans un pays où quand la police souhaite cadrer les choses, elle n'hésite pas à le faire, et donc on verra un peu ce qu'elle décide de cadrer et de ne pas cadrer. Je pense par ailleurs qu'il y a un énorme enjeu symbolique pour Poutine autour de cette organisation-là, et il aura sans doute à cœur que les choses se passent bien et qu'il n'y ait pas trop de débordements. Donc je suis très curieux de voir comment ça va se passer, comment les éventuels débordements vont être régulés. C'est un enjeu vraiment intéressant, et j'avoue que je suis curieux, et je me hasarderai pas à des pronostics.
ni quant à la victoire finale d'une équipe ou d'une autre, ni quant au niveau de débordement ou pas en termes de paroles racistes. Et on suivra cette Coupe du Monde, bien évidemment. À la loupe, Edgar Schotz pour BIPAC, c'était notre invité aujourd'hui. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition de la rédaction. Un très bon appétit si vous êtes à table. 106.8 Arabelle FM. Arabelle FM. Bonjour, Ramadan approche à grands pas, Inch'Allah. L'équipe Arabelle كتمنى لكم رمضان مبارك سعيد.